faire un cours maintenant que vous êtes bien avancé dans l'enseignement sur le bon usage des antibiotiques. Donc ça va être assez interactif, hein. Vous allez devoir vous lancer. Ça va vous préparer un petit peu à l'examen. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce cours bon usage des antibiotiques et que c'est si important, si vous voulez, parce qu'on est quand même très très préoccupé par l'évolution des germes résistants. Et quand on fait des projections, on pense qu'en 2050, la mortalité attribuable à des infections à des germes résistants sera très élevée. Ici, en violet, vous voyez 10 millions de personnes, ce sera plus élevé que celle par cancer, par diabète, par maladie diarrhéique, par rougeole ou par accident de voiture. On arrive à un moment donné où vraiment on a des grosses limites en termes d'antibiotiques s'il n'y a pas de recherche sur le sujet avec quelque chose qui soit autre chose que des antibiotiques comme anti-infectieux. Je vous donne quelques exemples. Chez les Klebsiella pneumoniae, qu'est-ce que c'est Klebsiella pneumoniae? Ouais, parfait, ça donne quoi comme genre d'infection? Infection urinaire, parfait. Infection nosocomiale aussi, hein, infection digestive. Donc chez ces Klebsiella pneumoniae, le pourcentage de résistance au C3G était de 2% en 2005, il est maintenant de 28%. Et vous voyez, on est entouré par des pays dans lesquels la résistance est supérieure à 50%. Donc bientôt, les C3G, ce ne sera plus une bonne option pour Klebsiella pneumoniae. On a maintenant des souches de Klebsiella pneumoniae qui deviennent résistantes aux derniers antibiotiques qu'on a. Et vous voyez, par exemple, en Italie ou en Grèce, il y a déjà plus de 50% des Klebsiella qui sont résistantes. En France, c'est encore très très bas. Donc on est encore dans une période où on peut agir. Ce n'est pas aller dans la communauté. Et si on limite beaucoup l'usage des PNM, on va pouvoir garder cet antibiotique pour les infections sévères. Voilà. Ce qui nous fait peur, c'est ça. Vous voyez, vous avez cette barre verticale entre les BMR communautaires et les BMR nosocomiales. À l'hôpital, on sait qu'il y a toujours des germes résistants. Hein. Les patients ont plus d'infections parce qu'ils ont plein de dispositifs invasifs. S'ils restent plus de 7 jours en réa, ils font de l'infection à pio-nosocomiale, etc. Donc il va y avoir des germes résistants. Les pio résistants, les PAMR, c'est les piocyaniques résistants multirésistants, ABMR, c'est les acinetobactères, ERV, c'est les entérocoques résistants. Hein. Mais le problème, c'est que maintenant, ça part dans la communauté. Et aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de staph résistant à la méticilline. Si un petit enfant fait un furoncle, on va retrouver du staph résistant à la méticilline. On ne pourra plus donner des antibiotiques simples. Les pneumocoques à sensibilité diminuée à la pénicilline. Les BLSE, qui étaient avant vraiment des germes nosocomiaux, c'est en train de partir dans la communauté. Quand vous avez une infection urinaire chez des sujets à risque, il faut prendre en compte ce risque. Hein. On l'a déjà vu ensemble. Voilà. Alors, pourquoi aussi il faut faire attention, c'est qu'en France, on surconsomme beaucoup. Vous avez ici tous les pays européens et vous voyez qu'on est pas loin avant la Grèce, hein, et la Roumanie et la Belgique. Enfin, or, il n'y a pas plus de décès en Hollande ou en Estonie. Hein. C'est simplement des pays qui ont vraiment rationalisé l'usage des antibiotiques selon des règles et qui, du coup, ont moins de résistance. Voilà. Et quand on regarde l'origine des prescriptions, on pensait que c'était surtout les établissements. En bleu clair, en fait, c'est partout. Et les généralistes, c'est vraiment les gros consommateurs. C'est vrai qu'ils sont aussi très très nombreux. Hein, mais jusqu'à présent, on a surtout fait des recommandations pour l'hôpital. Maintenant, dans les années qui viennent, ça va vraiment être les généralistes qui vont être ciblés sur les antibiotiques. Généralistes et population. Voilà. Alors, regardez par exemple ce qui se passe en Europe. Tous les hivers, on a une augmentation du pic de la prescription d'antibiotiques. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'infections bactériennes, c'est parce qu'il y a plus de grippe et de bronchite. Alors, hop, généraliste sort sa prescription d'augmentant. Mais si vous regardez, en Hollande, aux Pays-Bas, au Danemark, dans les pays du Nord, il y a très peu de variations entre hiver et été. Les gens ne meurent pas plus du tout qu'en Grèce ou au Portugal, où il y a des grosses variations. Hein, donc il faut qu'on arrive tous à essayer de se stabiliser, comme les pays du Nord. Alors, c'est là que vous allez réfléchir un petit peu. Hein. On sait que le choix d'un antibiotique, il est basé sur le germe. Souvent, vous n'avez pas le germe quand vous êtes en ville. Hein, donc, vous avez un germe suspecté, parfois identifié. Sur le site de l'infection, hein, il faut que ça diffuse au site de l'infection.
et sur l'état du malade. Alors, si on vous dit, il faudrait que vous fassiez un cours sur les antibiotiques, donnez 10 règles de prescription. Qu'est-ce que vous diriez? On va les noter. 10 règles, à peu près. De la prévention, tu parles de traiter les portes d'entrée pour prévenir les infections, tu veux dire, ou en quel... Il faut faire attention aux allergies. Est-ce qu'on met des monothérapies ou des privilégies? Les monothérapies ou plutôt les polythérapies pour éviter le... Monothérapie pour la plupart des infections. Monothérapie. En termes de durée? Pas plus de 14 jours. 10 jours. Durée limitée. Bon, d'accord. Et quelque chose que vous n'avez pas dit, adapté aux germes, c'est très important, mais je le dirais, il faut traiter que les infections bactériennes. D'accord. Vous en avez dit pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Donc on va les voir. Donc ça, il faut les savoir par cœur. Hein. Ne traitez que les infections bactériennes confirmées ou fortement suspectées. On ne traite pas les colonisations. Par exemple, si vous trouvez une urine positive, vous n'allez pas traiter s'il n'y a pas de signe. Hein. Maintenant, on demande même aux chirurgiens de ne plus faire de CBU avant la chirurgie, parce que sinon ils trouvent des germes et ils traitent. Alors si on trouve une Klebsielle résistante au cétragé, toutes les grand-mères qui sont opérées d'une prothèse de hanche, hop, elles ont de l'imipénème. Donc on est passé un peu de l'excès inverse, mais on regarde. Alors un prélèvement doit être fait. Donc ça c'est une règle que vous n'avez pas dite. C'est vrai qu'en ville c'est pas évident, mais si à l'hôpital vous avez possibilité d'avoir un prélèvement, surtout si c'est une infection sévère, nosocomiale, ou des germes de sensibilité inconstante, il faut prélever parce que le spectre va être plus étroit. Au lieu d'avoir un truc large, vous allez
forte pour que ça passe la barrière. Donc, privilégier la monothérapie, oui, j'aurais dû dire ça d'ailleurs, limiter. Ah. Pardon, excuse-moi. Oui, bien sûr. Donc, tenir compte de la diffusion au site de l'infection. Donc, on va utiliser des antibiotiques qui pénètrent dans l'os, des antibiotiques à forte dose dans les infections neuroménagées. Limiter les associations, on pourrait dire même privilégier la monothérapie. Les associations, on va les garder quand on veut avoir une synergie. Par exemple, qu'est-ce que vous connaissez comme antibiotique très synergique? Voilà, aminosides, quand on a un choc septique, etc., on peut faire des aminosides au départ avec les bêta-lactamines. Ça va agir plus vite, ça va être synergique. Élargir le spectre. Quand est-ce qu'on veut élargir le spectre? Pas sûr de germes. Alors, donne un exemple. Ouais, par exemple. Dans quelle situation on peut se dire, oh là là, il faut que j'agisse vite et large? Voilà, par exemple, choc septique ou neutropénie fébrile chez un patient qui n'a pas de... Alors là, on ne sait pas si c'est gramme moins, gramme plus, on va être large. D'accord. Et limiter la résistance. Donc là, c'est par exemple, si vous voulez utiliser la rifampicine, qui est un très bon antibiotique qui pénètre dans l'os, vous ne pouvez pas l'utiliser seul. Donc vous allez associer à quelque chose pour limiter la résistance. Mais en général, essayez d'avoir une durée courte pour ces associations. Réévaluer au 3e jour, donc ça c'est très important parce que ça vous permet d'arrêter si vous avez autre chose qu'une bactérie, d'adapter au spectre le plus étroit, de passer par voie orale. Donc il n'y a pas un seul intérêt à la réévaluation. Donc sachez qu'il faut toujours l'écrire dans le dossier. Il ne faut pas écrire juste dans le dossier, je vois des fois antigène pneumo positif, pause. Et après le gars, il est sous amoxy. Mais ce n'est pas suffisant pour le médecin qui va faire le relais, le médecin de garde. Il faut dire, voilà, j'ai fait une réévaluation AG3, l'antigène pneumo est positif, donc j'ai simplifié pour amoxy pour 7 jours. Donc limiter la durée des traitements. Maintenant, on dit que la moyenne, c'est 7 jours. Bien sûr, il y a des traitements prolongés dans les endocardites, les infections osseuses, mais c'est quand même assez rare. Et surveiller le traitement. Donc ça aussi, c'est la 48-72 heures. Donc faites attention, il y a des antibiotiques, ce n'est pas des bonbons, il y a des problèmes de tolérance. Et des dosages sont à faire quand on fait plus de 72 heures de vancomycine ou d'aminoside. Pour les aminosides, ils sont toxiques. Donc ce qu'on surveille surtout, c'est la résiduelle. On ne réinjecte pas s'il reste des aminosides. C'est des antibiotiques qui sont... ils sont temps dépendants ou ils sont pic dépendants? Pic dépendant. Donc on s'en fout qu'il y ait une résiduelle basse. Il faut vérifier qu'on n'a pas d'antibiotiques en résiduel pour pas que ça s'accumule. Et la vancomycine, par contre, ça s'utilise maintenant en perfusion continue. Donc on va faire une surveillance du taux sérique qui doit être dans ces eaux-là, entre 20 et 30 mg par litre ou microgrammes par millilitre. Prévenir les infections, donc ça on en a parlé, vacciner, hygiène pour prévenir la transmission croisée et limiter les dispositifs invasifs. Voilà. Et donc, antibiotiques, c'est la dernière règle, c'est l'affaire de tous. Il faut vraiment qu'il y ait des recommandations. Dans les hôpitaux où vous passerez, vous allez voir, il y a très souvent des antibioguides locaux. Donc, il y a des recommandations générales. Et puis ensuite, c'est adapté par la commission des anti-infectieux en fonction des germes locaux. On suit la consommation des antibiotiques. Au départ, on suivait l'échelon de l'hôpital, simplement les ventes. Maintenant, on arrive à suivre au niveau des unités. Et on rend les consommations à chaque unité. On discute avec les prescripteurs. Si jamais il y a des dérives, on le recadre. Je pense qu'à l'hôpital, ça commence à être bien fait. Maintenant, il faut faire la même chose en ville. Et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors maintenant, on va essayer de rentrer plus dans la pratique en revoyant rapidement les principales molécules de chaque classe et en faisant des mini-cas cliniques. Vous allez répondre du tac au tac, je suis sûre que je vois que vous êtes très bon, ça va aller. Donc vous savez que les bêta-lactamines, on a ce noyau-là avec 3 carbones et un azote particulier, qui est le noyau bêta-lactame. Et à l'intérieur, il y a des sous-familles, il y a pénicilline, céphalosporine, carbapénem, monobactam. C'est des antibiotiques qui agissent sur la paroi. Et ils ont un effet temps dépendant. Au départ, c'était vraiment miraculeux. Ils agissaient sur tout. Maintenant, il y a de nombreuses résistances qui sont apparues.
chez les grammes moins, chez les grammes plus. Donc le spectre est beaucoup plus étroit. Pour les pénicillines, les céphalosporines, c'est un spectre vraiment étroit. C'est encore large pour les dernières pénicillines et les C3G. Globalement, on dit que la diffusion est assez bonne, sauf dans la prostate. On ne les utilise pas dans la prostate. Mais comme c'est des antibiotiques temps dépendants, c'est quand même gênant. Il faut plusieurs injections par jour, sauf la ceftriaxone qui s'utilise une fois par jour. Donc c'est vraiment une limite. Alors, pour les pénicillines de première génération, simple. Donc ça, c'est des tableaux où vous savez, les antibiotiques, ça date de 60 ans. Donc il y a énormément d'antibiotiques dans chaque classe. Donc ça va vous paraître simple, mais c'est vraiment un digest. Je vous mets peut-être un antibiotique sur 20 pour que vous ayez dans chaque classe un nom ou deux. Donc dans les pénicillines G, qui sont celles de 1940, vous avez la pénig, elle existe toujours, hein, c'est en millions d'unités par jour. C'est des perfs, hein, c'est quasiment plus utilisé. Sauf par quelques dermatologues un peu en retard qui l'utilisent encore dans la syphilis. Ce qui est utilisé, c'est l'extensiline. C'est une pénicilline retard qui agit pendant 15 jours. Donc on fait une injection dans la fesse, 2,4 millions d'unités. Et ça, c'est intéressant pour la syphilis, parce que le gars, il part avec déjà son injection faite, hein, même si c'est un peu douloureux. Ou la prophylaxie du rhumatisme articulaire, ou les splénectomisés. Quelquefois, quand on leur fait des antibiothérapies au long cours, on peut donner de l'extensiline. La forme orale, c'est la pénivé oraciline, qui est peu utilisée parce que la biodisponibilité est faible. Hein. Donc ensuite, les firmes ont rajouté au fur et à mesure des radicaux qui ont élargi le spectre, amélioré la diffusion. Alors, la première modification, ça a été l'amoxicilline, qui est toujours très utilisée, par voie orale et par voie IV, 3-12 grammes par jour. Et c'est encore utilisé dans les angines, pneumonie à streptocoque, endocardite, érysipèle, tout ce qui est à streptocoque. Hein. Péni-M, donc une modification pour élargir le spectre sur le staphylocoque. Et le chef de file maintenant, c'est la cloxacilline orbénine. 3-12 grammes par jour. Ça reste très utilisé dans les infections à staph métis, mais par voie IV. L'absorption orale n'est pas bonne. Hein. Et toujours dans cette famille très simple, on a collé à l'amoxicilline un inhibiteur de bêta-lactamase pour faire amoxicilline acide clavulanique ou augmentin, très utilisé, par voie orale, par voie IV. 3 à 6, c'est même 3 à 12 grammes par jour. L'intérêt de cet inhibiteur de bêta-lactamase, c'était d'agir sur les bêta-lactamases, qui sont des enzymes des grammes moins, donc d'élargir sur les grammes moins. Et pendant 20 ans, ça a été l'antibiotique numéro 1 de tous les services de médecine, des urgences, etc. Ça reste encore très utilisé sur les pneumonies, les infections urinaires et digestives, mais on a de plus en plus de résistance. Alors, cas clinique. Donc, quelques cas pour illustrer ces antibiotiques très simples. Vous avez une femme de 67 ans qui a une obésité, des varices, et qui présente une douleur de la jambe droite avec un gros œdème douloureux, 40 de fièvre. Ce placard inflammatoire, qu'est-ce que c'est à votre avis? Érysipèle. Quels sont les germes? Strepto, ça ne suffit pas. Ouais. Strepto A, hein, le plus souvent, pyogène, d'accord? Et quoi d'autre? Staph, dans 10% des cas. Dans 90% des cas, c'est le strepto A, 10% c'est staph. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous prescrivez? Ouais, amoxicilline, Péros ou IV? Bon, là, non. Péros, alors, d'accord. Quelle dose? 200 mg. Ah non, non, non. Ah oui, la dose, vous n'êtes pas obligé de la prendre, c'est vrai. Non, 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 il vaut mieux pas dire de conneries. Alors, donc, ok, strepto A, donc on peut donner IV ou Péros. Hein, si vous êtes inquiet, rien ne vous empêche de l'envoyer aux urgences. On la mettra IV quelques jours. Là, il n'y a pas de signe de gravité, donc on peut mettre Péros, hein, 1 gramme x 3, 1 gramme x 6. Et on va donner un traitement pendant 10 à 14 jours. Hein. Bon, c'est pas évident les doses. Il faut commencer à les intégrer, mais entre les millions d'unités, les milligrammes, kilos, les grammes, etc., je comprends que c'est pas facile pour vous. Voilà, vous savez que l'érysipèle, des fois, chez les jeunes, ça peut toucher aussi le visage. Là, c'est un érysipèle d'une jeune fille. Alors, un autre, un homme de 25 ans qui consulte au CDAG,
il a cette lésion qui est apparue sur le gland, qui est non douloureuse, qui donne un peu un ressaut quand vous la touchez avec des gants. Syphilis. Primaire, secondaire? Primaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, PNIG. Oui, PNIG, il faut que vous l'hospitalisiez en perf. Hein. Extensiline, d'accord. Donc comme c'est une forme aiguë, on peut faire une injection d'extensiline, 2,4 millions d'unités, avec un peu d'oxylo parce que c'est douloureux. Donc quelqu'un a dit sérologie. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? TPHA et VDRL. Hein, d'accord. Parce que s'il y a juste le TPHA, ça peut être une séquelle de syphilis ancienne. D'accord, donc syphilis primaire, extensiline. Hein, vous voyez, donc c'est quand même, on en voit encore beaucoup là maintenant. Alors, un autre jeune de 17 ans qui a une fièvre à 39 avec une odynophagie, et vous trouvez une belle angine bilatérale mais érythémato-putacée. Qu'est-ce que vous faites? Donc, on suspecte un strepto A. Ça peut être un virus? Ouais, d'accord. Donc, ouais, test rapide. Bon, il est positif. Amoxicilline. Péros ou IV? Péros. D'accord. Bon. D'accord. Angine à streptocoque, streptotest positif, amoxicilline. Donc là, la dose est un peu plus faible. Dans l'angine, il y a une très très bonne pénétration d'amoxicilline. La posologie recommandée, c'est 1 gramme x 2 pendant 6 jours. Voilà. Donc vous voyez quand même, ces pénis simples, elles ont encore leur place pour des infections simples. Hein. Donc ensuite, à ce noyau bêta-lactam, on a accolé tout un tas de résidus qui ont augmenté l'activité sur les grammes- et favorisé la biodisponibilité. Ça a fait les carboxy et uréidopénicillines, qui il y a 20 ans étaient très utilisés. Ensuite, il y a eu des bêta-lactamases contre ces antibiotiques, et donc on a associé ces carboxy et uréidopénicillines à des inhibiteurs de bêta-lactamase. Donc rappelez-vous, celui-ci, vous allez le voir, ceux qui passent en hémato-cancéro, c'est la tazociline, piperatazobactam, très utilisée. C'est une bêta-lactamine, donc il faut l'utiliser plusieurs fois par jour. On fait par exemple 4 grammes, 3 fois par jour en perfusion. Et c'est très intéressant justement pour les neutropénies fébriles, les infections présumées, digestives, etc. On a un monobactam, ça c'est utilisé pour les patients qui sont allergiques. Hein, l'astréonam ou azactam, c'est une bêta-lactamine pour les patients allergiques, 3 grammes par jour qui agit simplement sur les grammes moins. Et ensuite, on a notre dernière cartouche dans les pénicillines, c'est les carbapénem, qui ont donc un spectre très large qui agit sur les BLSE. Mais malheureusement, on commence à avoir des carbapénémases. Hein. Donc en France, je vous dis, c'est rare, hein, moins d'1% des cas. Donc là, il faut vraiment que vous connaissiez ces antibiotiques parce que vous allez les utiliser. Premier de la file, c'est Thiénam, imipenem cilastatine. Donc comme la pharmacocinétique n'était pas très bonne, on lui a collé de la cilastatine pour que ça soit moins éliminé par le rein, mais ça donne des convulsions. Donc c'est un très bon antibiotique, mais un peu moins utilisé maintenant que méropenem, qui est le plus utilisé. Et puis on a ce troisième-là, doripenem invance, qui agit surtout sur les BLSE urinaires. Voilà. Donc, mais connaissez bien ces 3 antibiotiques. Il n'y a pas de forme orale, hein, c'est que des formes IV. Donc on les réserve pour les BLSE et les infections à Pseudomonas aeruginosa ou les chocs septiques où on a des facteurs de risque de BLSE. Voilà, donc quand vous voyez ces antibiotiques, ça doit vous faire tilt, infection nosocomiale. Malheureusement, on a des gens qui utilisent ces antibiotiques en Inde dans des infections urinaires. Hein. Il y a des pays où il y a tellement de BLSE. Si vous allez faire un stage en Inde, en Algérie, à droite à gauche, vous verrez des utilisations de carbapénem excessives. Donc ensuite, on passe aux céphalosporines. Donc céphalosporines, je vous ai fait un petit schéma que j'aime bien pour vous montrer qu'on a 3 classes de céphalosporines. On a les C1G, première céphalosporine, C2G, C3G. Entre ces 3 classes, sur les grammes moins, on a une augmentation d'activité. Les C1G ne marchent pas du tout sur les grammes moins. Les C3G
Je peux mettre maintenant C4G, C5G, marche très bien. Pour le staphylocoque, les C1G marchent, C2G-, C3G-. Donc ça vous explique que les C1G, on ne va pas les utiliser sur les Gram-, mais par contre, elles vont être utilisées en prophylaxie chirurgicale. Vous savez comment ça se passe, la prophylaxie chirurgicale? Voilà, c'est une injection qu'on donne à l'induction. Au moment où on endort le malade, on lui fait une injection d'antibiotiques, donc il va être imprégné d'antibiotiques et ça va empêcher l'infection par des germes de la peau, staphylocoque, etc. Mais on ne renouvelle pas cette injection. Donc ce qu'on utilise, c'est justement, vous voyez, des C1G ou des C2G. Les C2G, comme c'est un petit peu Gram-, Gram+, on peut les utiliser en ORL, et quand on ne sait pas trop si c'est un hémophilus, un streptocoque. Et les C3G, c'est vraiment les infections à Gram-, urinaires, etc. Voilà, donc si vous... alors maintenant, ça va se compliquer parce qu'il arrive maintenant des C4G, des C5G qui agissent sur le staph. Mais pour toutes celles qu'on a en ce moment, c'est ça. Donc, dans les C1G et C2G, il y a des dizaines de molécules. Je vous donne quelques noms parce que ça, ceux qui font de l'anesthésie ou de la chire, vous verrez que c'est ce que reçoivent vos patients. Céphalotine, céfamandol, céfuroxime. Voilà. Dans les C2G, on a le Zinat, céfuroxime, qui peut aussi être donné dans les infections ARL. Voilà. Ce qu'on va voir surtout à l'hôpital, c'est les C3G. Dans les C3G, il faut vous mettre dans la tête 3 molécules. Céphotaxime ou claforan, qui n'existe que par voie IV ou IM. Ceftriaxone ou roséphine, par voie IV. C'est donc la seule molécule qui a une durée de vie suffisante pour des injections une fois par jour. Et le ceftazidime ou Fortum, qui a un spectre élargi opiocyanique. Alors, les labos se sont dit, oh là là, les C3G, c'est miraculeux, on va faire des formes orales pour les médecins. Donc, ils nous ont fait des formes orales. Donc, dans les formes orales de C3G, c'est le cefixime et le cefpodoxime proxétyl, Oroken ou Orelox. Alors, in vitro, c'est très bien. Quand vous mettez ces C3G sur le colibacille au laboratoire, ça marche très bien. Mais quand vous le donnez par voie orale, l'absorption est faible. Il n'y a que 30% qui finalement diffusent dans les urines, etc. Ce n'est pas des bons antibiotiques pour des infections sévères. Donc, à part des petites infections ORL ou des petites infections urinaires, il ne faut pas les utiliser. Et en plus, le spectre est beaucoup trop large. Si on utilise des C3G orales, eh ben, on va décaper le tube digestif de toutes les bonnes bactéries. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, voilà. Et puis, comme ces céphalosporines, c'est des antibiotiques qui ont une très bonne diffusion, les laboratoires ont développé maintenant des céphalosporines de 4e et 5e génération, donc pour l'instant peu utilisées, mais c'est quand même important que vous sachiez que ça existe. C'est des céphalosporines qui vont avoir des spectres plus larges, notamment sur le staphylocoque. On est encore un peu limité sur le staphylocoque résistant à la méticilline, donc il y a par exemple la ceftaroline. Alors, c'est difficile de la positionner parce que c'est un antibiotique qui est très très large. Ça agit à la fois sur les Gram-, plus sur le staph. Donc il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient, sinon on a un spectre trop large. Donc pour l'instant, c'est vraiment de réserve. Il y a le ceftobiprol. Et puis vous voyez que maintenant, il y a aussi des céphalosporines avec des inhibiteurs de bêta-lactamase. Donc vous allez voir arriver l'année prochaine ceftazidime, donc la dernière céphalosporine, avec avibactam. Donc ça va être des antibiotiques qui agissent sur les piorésistants, sur les BLSE, certaines BLSE. Alors, voyons leur utilisation. Donc on reprend cette femme diabétique. Non, on ne l'a pas vue encore celle-ci. Donc une femme diabétique qui a une douleur lombaire droite avec 40 de fièvre. Donc elle a un diabète quand même. Pollakiurie, brûlure mictionnelle. Vous faites un ECBU. Et vous voyez où on vous dit qu'on voit ces petits bacilles Gram- dans les urines, au direct. Pyélonéphrite aiguë. Ah, oui, une entérobactérie probable, ouais. Escherichia coli, d'accord. 70% de chances que ce soit Escherichia coli. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Un antibiogramme ?
Oui, une antibiothérapie probabiliste, ça se justifie. Hein, quand même, elle a 40 et elle a un diabète. Donc si on ne la traite pas, elle peut faire un choc septique, décompenser son diabète. On ne va pas attendre l'antibiogramme. Il faut se lancer. Et donc si on se dit qu'on a un coli, on sait que le taux de résistance à l'amoxicilline est de 40% et à l'augmentin de 25% à peu près. Donc qu'est-ce qu'on peut lui donner? Une C3G. Donc laquelle vous choisiriez? D'accord. Bon, parfait. Donc pyélonéphrite aiguë, d'accord. Donc si elle est bien, qu'il n'y a pas de signe de gravité, vous pouvez la traiter en ville. Bon, si vous avez le moindre doute, vous l'envoyez aux urgences. Et s'il y a des signes de gravité, on va la garder 48 heures. Hein. Donc on va commencer par ceftriaxone, c'est un bon choix. Et on va réévaluer à 48 heures. Là, il s'avérait que c'était un colis multisensible. Donc à 48 heures, on est revenu à amoxicilline Péros et durée 7 à 10 jours. Alors là, vous êtes appelé au domicile d'une petite fille qui a un purpura extensif. Entre le moment où la maman vous a appelé et le moment où vous êtes venu, ça a pris une demi-heure, des taches sont apparues chez cette petite fille qui a 40 et mal à la tête. C'est quoi? Méningite. Oui, mais c'est un nom particulier, ça. Purpura fulminans. Hein? Donc ça évolue très très vite. Le temps qu'elle arrive aux urgences, elle peut déjà être décédée. Donc est-ce que vous faites quelque chose? Ouais, hospitalisé. Et là, donc c'est une des seules indications où le médecin généraliste doit avoir les antibiotiques dans sa trousse. C'est quoi? Voilà, il faut injecter de la ceftriaxone. Hein, on ne vous en voudra pas, même si la PL est négative, hein, vous allez appeler le SAMU et vous allez faire de la ceftriaxone, 50 mg kg, il faut faire maximum 1 g, hein, ce n'est pas la peine de faire plus chez l'adulte. Hein. Et effectivement, ensuite on va faire une PL. On va voir à l'intérieur des polynucléaires, ici, vous voyez des petits cocobacilles en diplocoque, qui sont typiques de Neisseria, en haricots. Bon, là on ne voit pas hyper bien les haricots, mais voilà. D'accord, donc vous voyez les indications des céphalosporines, il y en a vraiment beaucoup, je vous ai mis 2 exemples. Hein. Alors les aminosides, c'est des antibiotiques très très bons. Hein. Moi j'adore les aminosides, ils sont puissants, ils sont bactéricides, ils ont un spectre très large, sauf les anaérobies. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des résistances qui sont apparues parce qu'on les a beaucoup utilisées. Deuxième, c'est qu'ils ne franchissent pas la barrière digestive, on ne peut pas les utiliser par voie entérale. Et ils sont très toxiques. On a une néphrotoxicité qui est souvent irréversible. Je me souviens qu'on a eu un patient qu'on a traité pour une endocardite, comme ça, pendant seulement 7 jours d'aminoside, il est devenu sourd. Et après, si vous voulez, plus qu'à l'appareiller. Donc, faites très attention à cette autotoxicité et néphrotoxicité. Et donc, si vous revenez 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, à nouveau en injectant des aminosides, ça va se cumuler avec ce que vous avez injecté précédemment. Donc, il y a des règles de posologie très strictes, limiter la durée, adapter vraiment à la clairance de la créatinine, éviter, quand vous prescrivez un aminoside, vous regardez s'il n'y a pas une coprescription d'autres médicaments néphrotoxiques ou autotoxiques. Si le patient est déjà à moitié sourd, c'est vraiment une contre-indication. Et si vous faites plus de 3 injections, vous faites des dosages. Hein. Même plus d'une injection, disons, on pourrait dire faire des dosages. Alors, néanmoins, il faut connaître ces antibiotiques parce que c'est des antibiotiques qui sauvent la vie des patients. Donc, je vous en ai mis 2 qui sont les plus utilisés. Vous avez l'amicacine ou amiclin. Donc, c'est des antibiotiques qui s'utilisent comme petite perf de 30 minutes ou quelquefois par voie IM. Vous avez les posologies. Et l'amiclin est actif de façon très large sur le staph et sur le pio. Donc, quand vous suspectez des germes un peu résistants, genre staph ou pio, vous choisissez l'amiclin. La gentamicine, c'est l'aminoside le plus classique, s'utilise aussi par voie injectable. Et lui, il agit sur tous les grammes moins et grammes plus. Hein. Enfin, vous savez que ça n'agit pas vraiment sur les grammes plus, hein, mais quand on utilise une bêta-lactamine, ça entraîne une perméabilité de la paroi et l'aminoside, elle rentre. Hein. Donc, c'est résistance à bas niveau. Hein. Donc, quand c'est
Un autre germe qu'un staph ou un pio, gentamicine. Alors, je vous donne un exemple. Ici, vous avez une jeune femme que j'ai vue une fois, toxicomane IV, qui était suivie pour un VIH, qui est arrivée avec une fièvre à 40, pouls à 130, tension 9,5 et des lésions purpuriques au niveau des pieds, au niveau des conjonctives, même ici presque un panari au niveau des mains et au niveau des ongles, avec un souffle cardiaque. Ouais, endocardite. Alors, quel type d'endocardite vous diriez? Infectieuse, ouais. Bon, un demi-point. Quel germe et quelle valve? Comment elle a pu attraper ça? Oui, elle a pu attraper ça par une injection qui est mal faite, de façon pas propre, et à staphylocoque. Ça serait plutôt à staph doré métiès ou métière? Pourquoi? Ouais. Non, mais là, non. C'est métiès parce que c'est communautaire. D'accord? Si elle était aux US, je te dis pas. Mais là, si tu veux, elle l'a attrapé en communauté. Donc, il n'y a pas de raison que ce n'est pas un germe nosocomial. Donc, on suspecte plutôt métiès. Mais tu as raison, la médecine, hein, c'est pas du tout univoque. Là, je vous donne des trucs très simplistes. Après tout, on en a vu qui se sont injectés de l'aspergillus ou du candida, ça peut arriver. Mais là, tu as envie de faire quelque chose rapidement parce qu'elle est, elle est en choc septique ou non? Ben non, c'est quoi la définition du choc septique? Non, ça c'est le sepsis sévère. Le choc septique, c'est quand ça ne répond pas au remplissage. Donc là, elle est effectivement préoccupante. Elle a une tension à 9,6, un pouls à 130, c'est un peu augmenté. Il faut très rapidement la prendre en charge, la transférer en cardio, la remplir. Il faut vérifier aussi qu'au niveau du cœur, on n'a pas un lâchage de pilier ou quelque chose comme ça. Ce serait quelle valve, au fait? Non? Raté. Ça vient par voie veineuse, hein, puisqu'elle s'est injectée par voie veineuse, pas par voie artérielle. Donc ça remonte par les veines, par la veine cave. Et quelle est la première valve rencontrée? Voilà, donc c'est une endocardite a priori plutôt tricuspidienne. Hein. Ah, elle peut avoir aussi des localisations métrales ou aortiques. Donc, okay. Oui, bah donc germe le plus fréquent, donc staphylocoque, on a dit, plutôt doré, plutôt métiès, ça peut être métière. Donc, qu'est-ce que vous allez lui donner comme antibiotique? Voilà, oxacilline. Est-ce qu'il y a une indication aminoside dans ce cas-là? Ouais, d'accord. Combiné. Il faut que tu utilises des mots médicaux. Bon, d'accord. Donc, tu peux faire, oui, oxacilline, gentamicine, au moins pendant 72 heures, hein, le temps qu'elle soit sortie de ce sepsis sévère, que les hémocultures soient négatives. Oui, ça va marcher. Oui, parce que l'oxacilline, c'est un antistaphe, mais c'est aussi antistrepto. Hein. Ça garde les propriétés de l'amoxicilline. D'accord. Donc vous allez mettre cloxacilline, par exemple. J'ai mis oxa, mais parce que la cloxa est plus utilisée maintenant. 150 mg kilo, 4 perfusions de 1 heure. Vous voyez, donc c'est quand même bien. Ça occupe bien les infirmières. Plus gentamicine, ça, là, vous savez que les aminosides, maintenant, c'est une perf, hein, sans S. 30 jours, 48 heures de bithérapie. Alors, troisième classe, c'est les macrolides. Donc les macrolides, c'est des antibiotiques assez anciens aussi, qui sont actifs surtout sur les grammes plus et les germes intracellulaires. Hein, ils n'agissent pas au niveau de la paroi. Il y a une résistance des SARM et des pneumocoques assez fréquente, une résistance aussi des streptocoques, donc c'est plus les premières molécules dans les angines. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils sont bactériostatiques. Donc, dans les infections sévères, ça ne va pas être les antibiotiques qu'on utilise parce qu'il va leur falloir, pour agir, 18 heures, 24 heures. Ils ne diffusent pas bien dans le LCR, donc dans les méningites, on ne peut pas les utiliser. Il y a des effets secondaires digestifs et hépatiques. Il faut faire attention. Chez les cirrhotiques, on ne peut pas les utiliser. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Hein, donc, ça peut les...
augmenter de façon très importante des co-traitements, théophiline, des choses comme ça, et entraîner des catastrophes. Donc il faut faire attention. Macrolide, il faut toujours regarder l'ordonnance du patient, ce qu'il faut toujours faire d'ailleurs. Alors là aussi, c'est des antibiotiques qui sont très nombreux. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Ils sont rangés par nombre de molécules de calcium, de carbone, pardon. Donc vous avez les 14 carbone, 15, 16 et la nouvelle classe des kétolides. J'ai laissé les 14 parce que c'est le chef de file, l'érythromycine. Mais c'est moins utilisé maintenant parce que c'est mal toléré sur le plan digestif. Ce qui reste très utilisé, c'est le rulide, qui est utilisable par voie orale, et le Zéclar, qui est utilisable par voie orale et qui est toujours le traitement de référence chez les ciliaires dans la mycobactérie atypique et pour Helicobacter pylori. Donc on garde cette classe, c'est intéressant. Rulide pour tout ce qui est pneumonie atypique ou allergie à la pénicilline dans les angines et tout ça. Les éclars pour les MAC et les Helicobacter pylori. En C15, les médicaments sont mieux tolérés sur le plan digestif. Donc on a l'azithromycine, Zitromax qui a une durée de vie assez longue, hein, on a dû vous en parler dans les angines, et l'azadose qui est utilisée dans la prophylaxie des mycobactéries atypiques. Donc on a en C16, on a la josamycine qui est pas mal utilisée chez l'enfant, et la rovamycine qui est IV, qui est pas mal utilisée chez l'adulte dans les pneumopathies. Et puis on a les kétoliques avec la télétromycine. Donc c'est pas facile de se mettre dans la tête ce tableau, mais il faut quand même que vous essayiez. Rappelez-vous, C14, C15, C16 kétolides, et vous essayez d'avoir un produit de chaque classe. Hein. Donc vous verrez à l'hôpital, très certainement Rulide, vous allez le voir utiliser, Zitromax, rovamycine. Alors ici, vous avez toujours ce jeune homme de 17 ans qui a son angine à streptocoque avec le streptotest positif, mais il vous dit qu'il est allergique à la pénicilline. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Ouais, un macrolide. Alors, lequel? Je vous remets le tableau. Vous allez choisir. Voilà, azithromycine. Hein, parfait. Alors, ça se traite combien de jours? Avec l'azithromycine. Voilà, 3 jours. Hein, j'espère que c'est ce qu'on vous a dit. Donc, on prend 2 comprimés en une prise pendant 3 jours. Bon, sachez qu'il y a quelques résistances, donc on ne l'utilise pas en première intention. Sinon, c'est assez pratique d'avoir des traitements de 3 jours. Voilà, ici vous avez une personne, un homme asthmatique qui est sous corticoïde pour son asthme et qui a 42 fièvres, une dyspnée, expectoration. Curieusement, vous voyez qu'il y a une petite insuffisance rénale qu'il n'avait pas avant, il a développé une insuffisance rénale. Et à la radio, il y a une pneumopathie systématisée, donc il est hospitalisé. Qu'est-ce que vous suspectez comme diagnostic? PFLA, c'est bien possible, oui. Parce qu'il faut toujours suspecter le pneumocoque. Est-ce qu'il y a d'autres germes? C'est aigu, hein? Légionnelle. Sur quel argument? Oui. D'accord, parfait. Très bien. Il y a encore un autre élément. C'est l'insuffisance rénale. Hein. Vous savez que la légionellose, ça donne des signes extra-pulmonaires, des myalgies, des atteintes hépatiques, insuffisance rénale. Donc vous allez vouloir agir à la fois sur le pneumocoque et sur la légionelle. Donc qu'est-ce que vous allez donner comme antibiotique? Un macrolide, c'est un peu léger. Oui, ça va faire partie du traitement. Mais si jamais vous vous ratez sur le pneumocoque, c'est pas bon. Voilà. Plus macrolide. On l'a vu ça. Hein, donc vous suspectez un pneumocoque, une légionnelle, et donc vous donnez. Ah oui, bah alors là c'est un peu différent. Bon, c'est pas mal aussi. Hein, donc vous donnez soit C3G, soit augmentin plus macrolide. Là, dans ce cas clinique, on a donné de l'augmentin parce qu'on a dû vouloir agir aussi sur hémophilus. Bon, c'est pas mal aussi. Hein, augmentin plus macrolide. Comme la personne est très fatiguée, on fait un macrolide IV et c'est la spiramycine. Alors, disons qu'au 3e jour, quand vous faites la réévaluation, il y a un antigène pneumocoque positif ou une hémoculture positive à pneumocoque. Et l'antigène légionnel est négatif.
arrête tout alors. On garde que l'amoxicilline. Bon, parfait. Combien de temps? Pas plus de combien de temps? 10 jours. Ah, on a raccourci un peu. Bon, s'il y a une complication, un épanchement pleural, etc., on ne vous en voudra pas de continuer un peu. Mais maintenant, 10 jours. Donc, effectivement, on repasse à l'amoxicilline, IV si le patient est encore pas bien, ou même Péros, 1 gramme x 3 pendant 10 jours. On n'oublie pas après de le revacciner contre le pneumocoque pour pas qu'il revienne la fois d'après. Alors, ensuite, on a la classe des quinolones. Les quinolones, c'est des antibiotiques assez originaux puisqu'ils agissent sur l'enroulement de l'ADN bactérien, l'ADN agirase. Il y a 3 classes. Il y a les anciennes quinolones, je vous en parlerai même plus, qui étaient actives sur les grammes moins, négrammes, etc. Ensuite, on a ajouté un radical fluor. Ça a rendu ces quinolones, ça leur a donné des très bonnes propriétés de diffusion dans tous les tissus, y compris dans la prostate, 100 fois plus active, avec un spectre qui était étendu aux bactéries atypiques et aux staphylocoques. Mais il y avait toujours le problème des pneumocoques. Ça ne marchait pas sur les pneumocoques. Et puis, il y a des quinolones antipneumococciques qui sont arrivés, qui maintenant agissent sur gramme moins, gramme plus, dont staphylocoque et pneumocoque. Donc, ça a été le produit miraculeux. Quand j'étais interne, les fluoroquinolones arrivaient, vous voyez, ça fait déjà quand même vraiment longtemps, et les réanimateurs donnaient ça pour les méningites ou les chocs septiques. On guérissait les malades avec des fluoroquinolones, c'était vraiment bien. Mais on les a tellement utilisés que les germes sont devenus résistants, parce que c'est une classe avec une fréquence de mutation très importante. Vous voyez, 1 sur 17 bactéries acquièrent une résistance. Donc, il faut les utiliser à bon escient. Quand vous utilisez trop de quinolones, les bonnes bactéries de votre tube digestif, au bout de 3 jours, deviennent résistantes aux quinolones. Bon, ça ne dure pas. Après, on a à nouveau des bactéries sensibles, mais c'est vraiment un problème. Voilà. Alors, donc, bons antibiotiques, bonne biodisponibilité, bonne diffusion. Sachez qu'il y a des effets secondaires quand même, notamment des tendinopathies. Donc, il n'est pas question que le patient aille faire du sport. Ça peut donner des ruptures de tendons d'Achille et une photosensibilisation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme molécules? Donc, il y a les fluoroquinolones. Vous avez 3 classes à connaître: ofloxacine ou oflocette, norfloxacine ou noroxine, qui va surtout dans les urines, et ciprofloxacine ou ciflox. Je vous ai enlevé toutes celles qui sont moins utilisées, comme pefloxacine, etc. Donc, rappelez-vous ces 3-là. Ciflox agit plus sur le pio. Voilà, donc celles-ci sont très utilisées. Et puis, il y a la 3e génération, celles qui sont antipneumococciques. Donc, on a la lévofloxacine. Donc, ça, c'est la première fois que je vois ça dans des antibiotiques. En fait, c'est la forme lévogire de l'ofloxacine. Parce que quand vous avez un antibiotique, vous avez 2 formes, dextrogire, lévogire. La forme lévogire est plus active. Donc, ils ont fait que la forme lévogire. Et du coup, c'est comme si vous donniez plus d'antibiotiques, en fait. Ça agit sur le pneumocoque. Donc, je pense qu'assez rapidement, l'ofloxacine va disparaître et sera remplacée que par la lévofloxacine ou tavanique. En pratique, c'est ce qu'on utilise, nous, maintenant, partout. Et puis, la moxifloxacine ou Easylox, qui a aussi ce spectre antipneumococcique, mais qui est moins bien toléré. Donc, on l'utilise beaucoup moins. Par contre, ça agit sur la tuberculose résistante. Donc, dans les tuberculoses résistantes, vous pourrez voir ça. Alors, on reprend notre petite dame. Donc, elle, donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous la traitiez par Roséphine, cette petite dame qui a une pyélonéphrite. Mais quand vous recevez l'antibiogramme du colibacille, il est résistant à l'amoxicilline. Donc, est-ce que vous continuez Roséphine pour 7 jours ou est-ce que vous passez Péros avec autre chose? Elle est mieux, cette dame, parce que je vois qu'elle a que 38,5. Elle est toujours diabétique, 38,5 avec sa pyélonéphrite. Ouais, quinolone. Donc laquelle? Voilà, une des... Ouais, d'accord. Donc après, tu peux aller à oflocette, c'est bien. On est sûr que ça va marcher. Norfloxacine, c'est seulement pour les cystites, donc non. Ciprofloxacine, c'est pour les pios, donc
non. Lévofloxacine, c'est possible, et moxiflo, non. Hein. Donc vous avez le droit de passer à Oflo ou Lévoflo. D'accord, donc on va voir ce qu'on a mis là. Donc là, on est passé à Ofloxacine, hein, 400 mg, un comprimé x 2. La Lévoflo, c'est quand même pas mal parce qu'on peut donner qu'un comprimé, du fait que c'est plus actif. Alors, là, c'était simple. Hein. Maintenant, on va rentrer dans un petit peu plus complexe. C'est les antibiotiques antistaphylococciques. Parce que, comme le dit un de vos camarades, le problème des staphes, c'est qu'on a des staphes résistants à la méticilline à l'hôpital, dans les infections nosocomiales. Et ces staphes-là, pour ces staphes-là, on a beaucoup de résistance aux aminosides, à la cloxacilline, etc. Il faut des alternatives. Donc, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a la classe des synergistines. C'est des molécules qui sont très proches des macrolides, mais qui associent deux sous-antibiotiques. Donc, on appelle ça la classe des synergistines. Ils sont bactériostatiques comme les macrolides. Ils ont aussi des effets secondaires hématologiques. Et je vous montre deux molécules de cette classe. Il y a la piostacine, qui se donne que par voie orale, 3 grammes par jour. Et il y a une classe très proche, c'est la clindamycine, l'incosamide, dalacine, qui se donne par voie IV et par voie orale. Donc on va le donner dans les infections cutanées. La dalacine, ça pénètre très bien dans les tissus cutanés, dans les muscles. On va le donner dans ce genre d'infection. La dalacine, il y a un effet aussi antitoxine. Vous savez qu'il y a quelques staphylocoques qui sécrètent une toxine, qui est la toxine de Penton-Valentine, qui donne des abcès, des phlegmons. Hein, donc ça, c'est un bon antibiotique. Il y a une forme IV, je ne l'ai pas mise, c'est le Synercide parce que c'est très peu utilisé. Donc déjà, si vous vous rappelez, pristinamycine, piostacine, dalacine, clindamycine, c'est très bien. Donc un exemple, c'est par exemple ce petit jeune là, qui a un furoncle compliqué d'un abcès. Il va avoir l'infirmière scolaire qui vous l'envoie. Qu'est-ce que vous en pensez? On va traiter ou pas traiter? On pourrait dire aussi, on met un peu de bétadine. Hein. Bon, mais vous vous dites, je vais traiter et ça évitera que ça diffuse aussi à un autre enfant. Donc, comment vous traitez? Alors, chez les oxacilline, c'est bien IV, mais la biodisponibilité de l'oxacilline péros, c'est pas très bien. Donc, on évite l'oxacilline péros. Et on est dans le chapitre des pristinamycines. Voilà, donc vous pouvez donner piostacine ou clindamycine. Hein, c'est pas mal. Donc là, c'est une indication de la piostacine. Donc faites attention, la piostacine, il ne faut pas augmenter trop les doses, sinon l'enfant va vomir. Hein, 1 gramme x 2. Et c'est pas la peine de traiter longtemps. C'est une petite infection. Ce que vous voulez, c'est tuer le staph et puis après, il va cicatriser tout seul. Hein, donc ça, c'est des impétigos, ça diffuse pas mal. Hein. Donc là, ce qu'on a vu sur les antistaphes, on a vu les pénièmes, hein, oxa, cloxa. On a vu les synergistines qui agissent sur le staph. On a vu les quinolones et on a vu les aminosides. Hein. En sachant qu'il nous reste quand même ce SARM là, qui souvent est résistant à toutes ces classes et la fréquence est à la baisse. Hein, parce qu'on a, du fait de l'utilisation des solutions hydroalcooliques, de l'hygiène, des clins, curieusement, on a une baisse du SARM. Hein, mais vous voyez, on est quand même encore dans le rouge. Hein, 25% de SARM. Donc, on a les glycopeptides. Alors, les glycopeptides, c'est des antibiotiques qui datent de 50 ans, qui pendant très longtemps ont été antibiotiques sur le SARM. Hein. Alors, depuis, le coût est très faible, hein, ça coûte moins de 10 €, mais la bactéricidie est lente avec la vancomycine. Vous allez avoir 12, 14, 18 heures pour être vraiment bactéricide. Il y a une toxicité rénale très importante, une diffusion tissulaire qui est faible et pas de forme orale. Enfin, disons, vous pouvez le donner par voie orale, mais ça agit que sur Clostridium difficile. Malgré tout, c'est la référence. Donc, je vous le présente et vous verrez que ça va être encore très utilisé à l'hôpital. Hein. Donc, vous avez deux molécules. Il y a la vancomycine, qui se donne en perfusion IV, et la thécoplanine ou targocide, qui se donne par voie IM. Donc, votre patient qui a un SARM, on peut traiter par la vancomycine, et après, quand il passe à la maison, on peut très bien faire un relais au targocide. Hein. Donc, quand on a une franche allergie à la pénicilline, on ne peut pas utiliser l'oxacilline.
quand on a un SARM, c'est l'antibiotique de référence. Bon, mais l'antibiotique de référence qu'on ne peut pas utiliser chez l'insuffisant rénal, c'était quand même gênant. Donc il y a eu pas mal de développement ces dernières années. Et on a 4 antibiotiques qu'il faut que vous connaissiez. Il y a le linezolide ou Zivoxide, qui est un antibiotique anti-SARM spécifique, hein, qui marche aussi sur certains pios. Vous allez, non, surtout anti-SARM, et vous allez, mais il est un petit peu proche des IMAO et il peut donner pas mal d'effets secondaires. Il a aussi une toxicité mitochondriale, donc on peut avoir des polynévrites, des toxicités mitochondriales. Donc on ne l'utilise pas du tout l'argamanu. Hein. Il y a la daptomycine ou cubicine, qui est un lipopeptide, qui lui est très intéressant, qui est bactéricide, qui agit très vite. Vraiment, celui-là, c'est extrêmement tentant de l'utiliser. Le problème, c'est qu'il y a des résistances assez rapides. Hein, mais vous allez voir que dans les réanimations, en orthopédie septique, dans pas mal de services, c'est de plus en plus utilisé. Il y a la phosphomycine, un ancien antibiotique assez dur à utiliser parce qu'il y a des apports sodés très importants. Donc chez les personnes âgées, ça peut donner des surcharges hydrosodées. Et puis il y a ces céphalosporines de 4e génération dont je vous ai parlé, dont la ceftaroline ou Zinforo. Hein, donc il faut que vous sachiez que ça existe, en sachant qu'en 2017, leur place n'est pas encore bien définie. Hein. Moi, je dirais que celui qui va être vraiment remplacé là, avant vancomycine, c'est la daptomycine. C'est ce qu'on utilise à Cochin en orthopédie septique, en surveillant bien les résistances. Et puis, il y a d'anciens antibiotiques qui sont recyclables. Tiens, je m'aperçois qu'il y a la phosphomycine, et là, il faut que je l'enlève de la dia suivante. La rifampicine, un très ancien antibiotique, qui est utilisable par voie IV ou orale, mais vous savez qu'il y a beaucoup de mutations, donc on ne peut pas l'utiliser seul. Et l'acide fusidique, qui est peu utilisé en France, mais qui est aussi un antistaphe intéressant, souvent en rupture, qu'il ne faut pas utiliser seul. Hein. Donc ça, ces antibiotiques, on va les utiliser en association. Par exemple, dans les infections osseuses, on fait Tavanic, rifampicine, mais on ne va pas seul. Hein. Alors un exemple. Une petite grand-mère qui chute dans la rue, qui se fait une fracture du fémur. On lui pose une prothèse totale de hanche, elle est toute contente, elle remarche au bout de la semaine, elle part en maison de rééducation et au bout de 15 jours, on voit apparaître une douleur de hanche avec une fistule sur la cicatrice et un petit écoulement purulent. Donc vers 3 semaines, après que les pansements aient été faits, ça coule toujours, on vous la renvoie aux urgences. De dedans en dehors. Ouais. Qui a été acquise comment? Ouais, une infection précoce. Hein, donc c'est possiblement une infection péropératoire, hein, soit pendant l'opération, soit au moment où il y avait les redons. Alors donc ça peut être quoi comme germe? Ouais. Oui, staph epidermidis, très bien. C'est un des germes les plus probables en fait, hein, puisque d'accord, ouais. Hmm. Donc un staph aureus ou voire un gramois. Hein, mais c'est peu probable que ce soit une infection par voie hématogène. Hein, ça arrive des infections hématogènes. La dame fait une pyélonéphrite, pof, le germe se bat dans le sang et se colle sur la prothèse. Peu probable que ce soit un colibacille ou quelque chose comme ça. On part plutôt sur staph coagmois. Bon, alors, qu'est-ce que c'est le traitement de ce genre de patient? Ouais. Alors l'écoulement, je ne vous conseille pas parce que vous allez trouver des germes de la peau et on ne va pas trouver le germe au profondément. Il faut faire une ponction de hanche. Alors d'accord. Bon, disons qu'on va trouver un SARM. Hein. Ça pourrait être un staph coagmois, mais là c'est un SARM. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on peut utiliser Vanco ou Dapto. D'accord. Ouais, plus ou moins de la rifampicine. Là, c'est une bonne indication. Mais pas seul.
Voilà, il faut confier la patiente au chirurgien. Hein, là, c'est vraiment un traitement médico-chirurgical. C'est-à-dire qu'il va au minimum, faut laver la hanche après l'avoir luxée et au maximum changer la prothèse. Hein. Si on attend trop longtemps, il faut changer la prothèse, malheureusement, RPTH. Donc voilà, c'est bien. Donc prélèvement, d'abord, documenter l'infection, décider d'un traitement médico-chirurgical, hein, lavage plus ou moins changeant de prothèse, et l'antibiothérapie, ben, d'accord, d'aptorifan. Ou vancomycin, c'est pas bête. Hein. Et ensuite, on fera, si l'évolution est bonne, que tout va bien, on va faire un relais. J'ai mis J30, maintenant on fait J15. Hein. J15, relais Péros, par exemple, une association, lévofloxacine, rifampicine. On choisit des antibiotiques qui pénètrent bien dans l'os. Durée 6 semaines. Voilà, c'est la même chose. Là, je vous donne cette infection osseuse, mais si vous avez, par exemple, une infection, une spondylodécite, quelque chose comme ça peut être aussi une association genre lévofloxacine, rifampicine. Alors, autre situation nosocomiale, c'est un patient qui a un cathé central, qui a fait une cure de chimio pour une hémopathie, et il revient parce que son cathé est rouge, 39 de fièvre. Vous faites 2 hémocultures sur cathéter et 2 hémocultures en périphérie. Les 2 sur cathéter vont pousser à 6 heures et les 2 sur périphérie vont pousser aussi, mais à 12 heures. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Donc, infection sur cathéter avec un coccygram plus. Donc, qu'est-ce que ça peut être comme germe? Staphylocoque, plutôt résistant, plutôt aureus ou blanc? Bon, les deux, hein, ça peut être les deux. D'accord. Et donc, c'est un patient en hémato, il traîne dans nos services depuis longtemps. Plutôt résistant ou sensible? Plutôt résistant, ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner comme antibiotique? Bon, alors ça va dépendre du germe. Déjà, si c'est du blanc, donc c'est la seule. En général, quand c'est du doré, on enlève le cathéter. Hein. Si c'est du blanc, on peut à la limite traiter cathé en place. Il y a quelquefois, ça passe. Hein. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on enlève ou non le cathéter? Et ensuite, on va donner une bi-antibiothérapie. Donc là, c'est pour changer. Je vous ai mis vancomycine, gentamicine. Hein. Donc sachez que vancomycine, il faut toujours une dose de charge. Comme c'est des antibiotiques qui agissent pas vite, les taux sériques ont du mal à monter, on fait toujours une grosse dose de charge de 15 mg kg en 1 heure. Et ensuite, on fait la perfusion continue de 30 mg kg. Et là, c'est une patiente d'hémato, on a envie d'agir vite. Donc, on a envie d'une synergie. Et surtout, pour éviter un choc septique, on va mettre un peu d'aminosyde. Bon, alors, la suite va être un peu plus rapide. Donc, il nous reste encore 2 classes à faire. Le cotrimoxazole ou Bactrim, qui est une association triméthoprime sulfaméthoxazole, c'est 2 anti-infectieux. Sulfamide, c'est le premier anti-infectieux qui a existé. Et donc, ça existe sous 2 formes. Vous avez le Bactrim adulte et le Bactrim forte. Il y a double dose. Hein. Donc, ça a été un très bon antibiotique. Pendant longtemps, ça a été utilisé notamment dans les infections urinaires, les prostatites. Maintenant, il y a beaucoup de résistance. Et donc, la seule utilisation, vraiment, c'est quoi? Vous l'avez vu? On vous l'a présenté dans quelle utilisation? Voilà, je vais vous présenter le cas clinique. Alors, c'est un homme de 35 ans qui est hospitalisé pour une toux sèche qui est apparue progressivement. Sur 3-4 semaines, il devient essoufflé, mais il ne crache pas. Il a 38,5 et à l'auscultation, vous avez des crépitants bilatéraux et la radio, vous allez l'interpréter 6 jointes, avec une hypoxie à 70 et une hypocapnie. C'est pas facile hein, quand ça arrive comme ça. Mais faites attention parce que vos camarades, il y a 2 ans, se sont complètement plantés. Hein. Ils sont partis dans une mauvaise direction parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre plusieurs cours. Ce n'est pas forcément le cours pneumopathique communautaire. Voilà. Hein, donc,
qu'est-ce qui doit vous attirer l'attention? C'est que la toux est sèche, hein, et qu'elle s'accompagne du dyspnée avec une hypoxie. Donc ça ne colle pas bien avec une infection à pneumocoque ou une infection à légionnaire. Il n'y a pas d'expectoration. Donc comment vous interprétez cette radio? Vous voyez, c'est interstitiel, hein? On voit très bien que ça part des îles, comme ça, de façon un peu illifuge, hein? Donc c'est une pneumopathie interstitielle. Il y a une hypoxie, hypocapnie. Hypocapnie, ça veut dire que la patiente hyperventile. Donc il y a un trouble de la diffusion du CO. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas éliminer un pneumocoque, hein, mais là, il se trouve que c'était une pneumocystose. Qu'est-ce qu'on fait pour faire le diagnostic? Voilà, un lavage broncho-alvéolaire, et on va avoir des kystes de pneumocystis carini, Girovecchi maintenant on appelle ça, et une sérologie VIH qui va s'avérer positive. Hein. Donc c'est un patient, c'est une découverte de VIH chez un patient déjà immunodéprimé, T4-200, d'accord. Et comment ça se traite? Hein? Cotrimoxazole. Hein. Donc vous savez, pneumocystis maintenant fait partie des champignons. Voilà, donc comme on ne le présente pas sur les pneumopathies communautaires, vu que c'est une affection de l'immunodéprimé, et ben vous vous êtes tous branchés sur la légionellose ou des trucs comme ça. Hein. Voilà, donc on fait une fibroscopie, un LBA, on va voir ces kystes, il y a des diagnostics rapides, et donc on commence le Bactrim en IV, et après on fait un relais Perros. Et après, vous savez que le Bactrim forme adulte est utilisé sous forme de prophylaxie de la pneumocystose. Parce que pneumocyste est dans tout l'environnement, là, il y en a dans l'amphi. Donc la personne va être à risque jusqu'à ce que les T4 soient remontés jusqu'à 200. Alors, un autre petit antibiotique, je crois que c'est l'avant-dernier, c'est les imidazolés, qui sont beaucoup moins utilisés. Donc leur spectre d'activité aux imidazolés, c'est les anaérobies et les parasites. Bactéroïdes, Clostridium perfringens, hein, et les parasites, il y a beaucoup de parasites, pas les helminthes, hein, mais tout ce qui est plat. Amibes, Gardias, Trichomonas, Hydatidos sont sensibles aux imidazolés. Il y a des troubles gastro-intestinaux et des neutropénies, des neuropathies. Par exemple, quand on utilise ça de façon prolongée, on peut avoir des neuropathies. Alors, il y en a pas mal. Rappelez-vous le chef de file qui est le flagile, métronidazole ou flagile, qui s'utilise par voie orale, par voie IV, par voie vaginale, rectale, suppositoire. Il y a d'autres, tibérales, phasigine, flagentile. Rappelez-vous aussi du dernier. Donc moi, je vous conseille de vous rappeler du premier, le métronidazole, et le dernier, l'albendazole ou Zantel, hein, qui est un antiparasitaire qui agit sur quoi? Ouais, sur le kyste hydatique. Hein, c'est un antibiotique contre le kyste hydatique. Donc pour ceux qui sont chirurgiens, si un jour vous opérez un kyste hydatique, il faut faire attention que le patient soit bien traité avant et après pour pas que le kyste aille essaimer partout. Alors, je vous donne par exemple un petit cas clinique, une femme âgée qui fait des infections urinaires récidivantes. Donc on est obligé de la traiter par antibiotiques au long cours. Donc toutes les semaines, elle reçoit un sachet de phosphomycine et par là-dessus, elle fait quand même une infection urinaire. On doit la traiter en plus par de l'ofloxacine. Et à J6 de son traitement, elle fait une diarrhée liquidienne avec des fausses membranes dans les selles, pas de sang, un peu déshydraté, créatinine à 280, elle arrive aux urgences. On lui fait une petite rectoscopie et on voit ici au niveau rectal des ulcérations un petit peu comme ça. Quel est votre diagnostic? Ouais, infection à Clostridium. Ben, c'est bien, il faut vous débrouiller très bien. Alors, infection à Clostridium difficile. Et donc, comment vous allez faire le diagnostic? Ouais, on cherche quoi? Ouais, on cherche la toxine, d'accord. Par quelle méthode? Non, EPS, non, c'est pas un parasite. EPS, c'est examen parasitologique des selles. Coproculture, il y a mieux. Pour chercher une toxine. PCR, voilà, parfait. Hein, on fait une PCR où il y a d'autres tests rapides. Hein, mais disons que là, vous avez très bien réagi. On ne cherche pas le germe, on cherche directement la toxine.
c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et donc on la trouve. Donc qu'est-ce qu'on va lui donner? Qu'est-ce que c'est les antibiotiques qui marchent sur le Clostridium difficile? Vous l'avez fait en cours, je pense alors. Voilà, alors donc c'est pas facile, hein, parce que c'est en fonction, attends, j'arrive, c'est en fonction de la gravité, hein, pour les gens qui n'ont aucun signe de gravité, donc des gens comme vous, ça arrive rarement, on va donner du Flagyl, 500 mg 3 fois par jour pendant 7 à 10 jours. S'il y a des signes de gravité, et là on a une femme qui a un signe de gravité parce qu'elle a une insuffisance rénale déjà avec une déshydratation, on donne de la vancomycine, et là je voulais vous en parler, de la vancomycine par voie orale. La seule indication, c'est Clostridium difficile. Ça ne va pas aller par voie IV. Et puis il y a un nouvel antibiotique qui a été commercialisé récemment, qui s'appelle la fidaxomycine, qui est un petit peu proche des macrolides, qui agit très bien sur Clostridium difficile, qu'on donne pendant 10 jours pour les patients à risque de récidive. Et tous les patients qui ont eu des chimios, qui ont des antibiotiques au long cours, sont à risque de récidive. Le problème de ce dernier antibiotique, c'est que c'est très cher. Ça coûte 1 500 € la cure, alors que je vous ai dit, vancomycine, c'est rien du tout, c'est moins de 9 € par jour. Donc il y a un différentiel de 1 à 10. Oui, il est seul dans sa classe, c'est proche des macrolides. Macrolide-like. Mais pas absorbé. Donc on ne peut pas l'utiliser comme macrolide, si tu veux. Ça agit que sur le tube digestif. Voilà, dernière diapo. Oui, il ne faut pas oublier quand même cette diapo. Là, on avait tendance à dire que celui-là, on ne le présente même plus aux externes. Mais malheureusement, les IST sont de retour. Hein, vous savez que maintenant, on commence à avoir beaucoup à nouveau de syphilis, chlamydia, gonocoque, tout ça. Et donc, il y a un traitement qui marche très bien sur les atypiques, c'est les tétracyclines, donc des anciennes molécules bactériostatiques, mais qui ont l'intérêt de marcher sur les germes intracellulaires. Et entre parenthèses, ça marche aussi en prophylaxie du paludisme. Donc vous avez fait le paludisme, on vous a expliqué qu'il y avait plein d'antipaludéens comme la malarone, tout ça qui marche très bien, mais on a beaucoup de patients qui n'ont pas l'argent d'acheter ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc on leur donne de la doxycycline, qui est beaucoup moins cher. C'est ce qu'on donne aussi aux militaires. Ça existe sous forme de doxypalu. Et même vous, si vous n'avez pas l'argent de prendre la malarone, prenez au moins la doxycycline. Alors donc, vous avez ça sous forme de doxycycline, Péros ou IV. Hein, IV, c'est la vibraveineuse. Hein, donc ça peut être aussi pour les IST, bien sûr, mais aussi pour les infections à germes atypiques. Quand vous avez une infection à mycoplasme, à chlamydia, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas utiliser le macrolide. La vibramycine marche très bien. Hein, et puis, il y a une forme IV qui peut utiliser, qui s'appelle la tigecycline, tigacil. Bon, on a du mal à trouver l'intérêt d'avoir un antibiotique bactériostatique IV. Donc, elle a du mal à être positionnée, mais elle existe. Voilà. Donc, c'est un cours un peu complexe, mais croyez-moi, je vous ai fait une simplification très importante. Hein. Donc, ce que vous avez dans ce cours, déjà, si vous connaissez par cœur ça, vous avez des bonnes bases sur l'antibiothérapie en pratique. Hein. Voilà, pour vous débrouiller. OK.